1, 2, 3, Giants! Barkley slashes off the right side, cuts right at the 15, foot race to the 10, to the 5, to the goal line, touchdown Giants! Saquon Barkley, 27 yards out! Hell of a job! Hell of a job! Hell of a job! Hell of a job! That's all you got. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR pour le podcast numéro 7. Je suis avec Thiergo comme d'habitude. Comment vas-tu Thiergo ? Salut Plax, ça va très bien. Bah écoute, la forme, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast. Ouais, ça faisait longtemps. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, pas en NFL, mais en dehors. Donc on avait quand même fait un podcast post-confinement. Mais depuis, voilà, le temps passe vite. Et justement, comme en NFL, il s'est pas passé grand-chose. On n'a pas senti le besoin de rusher un podcast pour rien dire. Donc on s'est dit qu'on allait prendre le temps. Entre-temps, moi j'ai déménagé. Toi, tu reçois des messages à 8h de ton pote des Pays-Bas. Voilà, beaucoup de choses qu'il faut qu'on n'a pas fait de podcast tout de suite. Le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est évidemment de parler un peu d'actualité et ensuite on va commencer à se projeter sur la saison suivante si jamais elle se joue et on va parler de l'attaque et les joueurs qu'on estime avoir une chance de faire partie du 11 de départ et d'être aussi dans l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça te convient ? L'actualité, vraiment un peu, hein, parce que pour ce qui s'est passé, c'est encore pire que les années précédentes où le mois de juillet, c'est mort de chez mort. Mais allons-y. Ouais. C'est vrai que c'est mort de chez mort, mais il y a quand même quelques trucs à dire, notamment sur les derniers jours, puisque au moment où on enregistre ce podcast, on est le 22 et le 21. Les joueurs des Giants, les rookies, étaient censés reprendre l'entraînement. Se pointer en tout cas, alors il y a un terme en anglais, mais je ne trouve pas le terme en français, étaient censés se montrer, revenir en tout cas dans les locaux des Giants et commencer donc à voir les coachs, un peu prendre la température, voir sûrement pour les équipements, tu sais, ils ont toujours plein de trucs à régler, etc. Et voilà, c'est pas évident quand on est rookie, il y a plein de choses qu'on découvre. Et pour l'instant, ça a été mis en stand-by par les Giants et donc voilà, c'est en attente et ça sent pas bon et moi ça me fait un peu flipper. Bah ouais, mais alors c'est un peu compréhensible vu le contexte actuel aux États-Unis où ça se calme pas du tout, l'épidémie de coronavirus. Donc je pense que il n'y a pas que les Giants, hein, y a beaucoup d'équipes qui font vachement gaffe aux conditions dans lesquelles ils font revenir leurs joueurs. Et tu vois, alors tu parlais justement du fait de faire venir les rookies en avance du training camp. C'est notamment une phase très importante parce que ça va être leur premier training camp, on va un peu les briefer sur ce qui s'est passé. Certes, normalement, dans une intersaison normale, à ce stade, ils ont déjà rencontré l'équipe, les coachs, parce qu'il y a eu les OTA, il y a eu le mini-camp, donc ils ont un équipement qui est déjà réglé, mais il y a quand même besoin de faire une pré-rentrée en quelque sorte pour se préparer à ce long mois d'août pendant lesquels ils vont rentrer dans le vif du sujet, et c'est là qu'il va y avoir la grosse sélection parmi les UDF notamment. Exactement, et dans les mauvaises nouvelles, on va dire, les Giants et les Jets ont également annoncé qu'il n'y aurait pas de supporters au MetLife Stadium, donc ça c'est encore un signe que ça va mal aux États-Unis en ce moment, et la NFL a proposé d'ailleurs dans le même temps d'annuler tous les matchs de pré-saison, et a envoyé également aux équipes une espèce de petit book et des bonnes pratiques de comment ça doit se passer donc avec cette période Covid. Qu'est-ce qui se passe si un joueur est diagnostiqué avec le Covid, à partir de combien de temps il peut revenir, etc. Donc il y a tout un protocole qui a été mis en place. Les équipes sont en train de le valider petit à petit. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 8 équipes qui l'ont validé pour l'instant et les autres sont en train de le relire. Donc voilà, ça se bouge quand même pour essayer de faire en sorte que la saison puisse se jouer. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est toujours la même chose, c'est que les Giants, quand tu as une équipe qui est avec un nouveau coaching staff, tu as encore plus besoin de te retrouver, de discuter et de t'entraîner avec l'ensemble de ton effectif. Et là, c'est pas du tout le cas. Et les mecs vont avoir seulement quelques entraînements dans les jambes avant de jouer le premier match. Et ça me fait un peu flipper. Ouais, alors c'est sûr que c'est un gros désavantage parce que c'est la première intersaison, c'est crucial surtout pour un nouveau coach, quoi. On rappelle que Joe Judge, c'est la première fois qu'il est head coach d'une équipe. C'est la première fois qu'il est head coach tout court d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, je crois que pas. Oui, bien sûr. Non. Même pas en université, il l'a été. Donc, ça va être un peu compliqué. Heureusement, autour de lui, il a quand même des gars qui ont été head coach. Je pense notamment à Jason Garrett.
Donc on espère que ça l'aidera un peu. Après, ce qui me rassure un peu, c'est que au final, tout le monde va être au même niveau. Enfin, oui et non. Pas au niveau du coaching, puisque bien entendu, des John Harbaugh, des Bill Belichick, eux, ils ont l'habitude, mais le truc, c'est que tout le monde va récupérer des joueurs avec très très peu de temps pour les préparer à la saison, des niveaux physiques assez inégaux, puisqu'on ne sait pas si les joueurs ont bien respecté leur programme de conditionnement pendant l'intersaison. Donc de ce côté-là, c'est vrai que la saison 2020, elle va être très bizarre si elle a lieu. Mais le problème aussi, c'est pour les joueurs, puisque il y a un nouveau coach, coordinateur défensif, nouveau coordinateur offensif avec Jason Garrett qui est arrivé, tu t'en parlais. Ça veut dire que les joueurs doivent, alors pour les rookies ça changera rien de toute façon, mais ceux qui étaient déjà là l'an dernier doivent réapprendre un système de jeu entier, parce que les noms changent. Alors le foot américain, ça reste du foot américain et les grands principes sont là, mais il y a quand même des choses qui divergent entre les différents cahiers de jeu. Ouais. Et pour l'avoir vécu, moi, de changer d'équipe, c'est pas évident. Et encore, c'était des playbooks de 20 pages que j'avais. Moi. Là, ils ont des playbooks, les mecs, je sais pas si vous avez déjà vu des images. C'est des gros classeurs entiers remplis et tu dois avoir 400 pages là-dedans avec un peu tout. C'est comme apprendre un playbook, c'est comme apprendre à compter ou apprendre à lire. Une fois que tu as compris les lettres et tu sais comment elles vont les unes avec les autres, après tu sais lire. C'est un peu pareil pour un playbook, t'es pas obligé de connaître tous les jeux, il faut connaître tous les termes, une fois qu'après on peut te mettre les termes dans n'importe quel sens, tu comprends. Mais il y a quand même une philosophie globale à piger, et ça, à mon avis, ça risque vraiment de peser sur les Giants, et les premiers matchs en tout cas risquent d'être difficiles. Alors après, il faut pas oublier une chose, c'est que malgré l'absence d'activité collective pendant l'intersaison, en direct, en présentiel, il y a eu des activités à distance faites par les équipes. Donc il y a eu des meetings, il y a eu moi je sais pas vraiment comment ça se passe dans ce genre de situation pour une équipe de NFL, mais je suppose que tous les joueurs a priori ont reçu leur playbook et qu'ils ont fait des réunions pour faire des revues de films, leur expliquer les concepts, etc. Mais tout ça, ça reste de la théorie. Après, il y a la mise en pratique, il y a aller sur le terrain, c'est une autre dimension. Je pense que la plupart des joueurs, en tout cas les vétérans, savent déjà à quoi s'attendre, mais ils ne l'ont pas encore pratiqué avec leur coordinateur en présentiel. Et ça, en effet, le passage de la théorie à la pratique risque d'être un peu compliqué. Mais encore une fois, c'est... en tout cas, pour les équipes qui ont un nouveau coach, c'est la même chose pour tout le monde. C'est un désavantage. Mais bon, je pense que cette saison 2020, elle va avoir une grosse astérisque parce que en fait, déjà, on ne sait pas si on va avoir une saison complète. On ne sait pas si on va avoir une saison tout court. Voilà. Moi, personnellement, je pense pas qu'on aura de saison, malheureusement. Hein. Je suis très très pessimiste. Les paris sont ouverts. Allez, moi je dis que oui, toi tu dis que non. On fera le point sur le prochain podcast. Ouais, exactement. On verra. J'espère avoir tort, hein. Très franchement. Oui, on espère tous que tu as tort, effectivement. Mais tel que c'est parti. Ceci dit, Trump maintenant commence à dire qu'il faut mettre un masque et le porte lui-même. Donc peut-être que ça va aider à faire un peu changer les choses aux États-Unis et à calmer la situation. Mais il y a un moment, tu peux essayer d'arnaquer le monde entier, mais c'est plus possible au bout d'un certain temps. Il a été obligé aussi de changer de fusil d'épaule, et là, effectivement, peut-être que ça va permettre à tout le monde un peu de prendre conscience du truc. C'est vrai que quand tu as un président qui te dit quelque chose, tu as sûrement beaucoup de monde qui l'écoute. Hein. Il a été élu quand même, donc bon. Mais peut-être que ça va changer quelque chose. Alors, malgré tout, tu as les joueurs des Giants qui se retrouvent. Hein. Ils attendent pas le training camp pour s'entraîner. On a vu beaucoup d'images de Darnay Holmes avec Jabril Peppers qui font des entraînements, de Daniel Jones qui lance des balles à Saquon Barkley, à ses receveurs, etc. Donc ça c'est cool aussi de voir que les mecs restent soudés. Ouais. Il est avec Darius Slayton et Sterling Shepard, si je dis pas de bêtises. Alors après, c'est dur de suivre leur emploi du temps, mais t'as l'impression que les mecs traversent les États-Unis à longueur de temps, qu'ils sont à droite à gauche. Là, a priori, sur les derniers jours, ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient dans le East Rutherford, donc dans la région du stade, du stade, et qui s'entraînent sur un terrain d'une high school et qui ils se font des passes. Donc c'est effectivement pas l'intensité d'un entraînement normal, mais ça permet quand même déjà de se retrouver et de se replonger tranquillement dans l'ambiance. Et ça, en tout cas, c'est cool. Moi, je trouve ça bien que Daniel Jones motive tout le monde comme ça. Il a l'air d'être assez respecté dans le vestiaire, et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ouais, et ça va être important pour lui de montrer justement au nouveau coach que c'est un vrai leader. Je pense qu'il a aussi ça. Alors, il a dû aussi prendre quelques conseils auprès d'Eli Manning qui
a eu une situation, alors pas comparable, mais c'était en 2010, je crois, quand la NFL a fait un lockout, a dit aux joueurs, bon bah, on vous entraîne pas pendant l'intersaison tant que vous n'avez pas signé le nouvel accord collectif. Et ben Eli Manning qui n'avait pas l'autorisation, enfin aucun joueur n'avait l'autorisation d'être en contact avec ses coachs. Donc Eli Manning a pris son téléphone, a appelé tous les joueurs et a organisé des OTA comme ça pour que défenseurs et receveurs, alors au moins les gars de l'offense. Je sais pas s'il y avait des gars de la défense peut-être, mais donc voilà. Donc ça m'a fait penser à ça quand Daniel Jones a fait la même chose. Et je pense que Daniel Jones se dit aussi, voilà, il faut que je montre que je suis un leader, il faut que je montre que c'est mon équipe et c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Exactement, il a plus Eli Manning dans les pattes maintenant et c'est effectivement son équipe, ou en tout cas au moins son attaque. Bon bah écoute, je te propose qu'on passe au depth chart, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur les actualités. Non, à part la situation de DeAndre Baker qui est toujours bizarre, flou. Oui. Il paraît qu'il paye des témoins avec son pote. On va pas s'attarder là-dessus, Non, parce voilà. qu'on voit des trucs, on sait pas trop ce qui se passe, donc on attendra qu'il y ait un jugement pour pouvoir en parler. Oui, Mais passons à la c'est quand suite, en même effet. Passons à la suite. Voilà. Donc le depth chart. Alors ce qu'on va faire, je te propose, c'est que je vais te lire les joueurs. Alors peut-être que j'en ai oublié ou peut-être que y en a que j'ai pas mis dans la bonne catégorie, donc n'hésite pas à me reprendre si jamais il y a besoin. Je vais te lire les positions et on va discuter des joueurs et ceux qu'on pense être titulaires, ceux qu'on pense être remplaçants et ceux qu'on pense qu'ils vont carrément jarter directement. Et puis on essaye de se faire un depth chart et on comparera après. Donc toi tu vas te faire ton depth chart, donc quels sont les titulaires et moi aussi, et on verra si la saison se joue, qui a été le plus proche de la réalité. Ce sera l'occasion de revenir sur ce qu'on s'était dit. Donc on va commencer, alors on s'est dit qu'on n'allait pas commencer par le QB, c'est à chaque fois qu'il y a des revues comme ça, généralement ça commence par le QB, bah là on va faire l'inverse, on va commencer par la ligne offensive, on va commencer par les centres. Donc sur les centres, on a Spencer Pulley qui a été titulaire la majorité de la saison dernière, puisque le deuxième, John Alapio, a été blessé, et on a un dernier potentiellement, pourquoi pas, qui est Shane Lemieux, qui est rookie, qui vient d'Oregon, et qui est plutôt garde, mais qui sait aussi entraîner en centre. Et à part ces trois-là, ça risque d'être compliqué. Et d'ailleurs, il n'y a pas un titulaire indiscutable là-dedans. Et d'ailleurs, je dirais même ces deux-là, puisque moi, ce que j'avais vérifié le roster des Giants, et John Alapio n'y figure pas. Et il est toujours considéré comme free agent. Donc je pense qu'à cause de sa blessure, il n'a toujours pas été re-signé par les Giants, qui doivent attendre de savoir, parce qu'il s'était déchiré le talon d'Achille. Alors ça c'est violent. Donc c'est très violent, c'est très difficile de s'en remettre, surtout que les appuis pour un homme de ligne, enfin d'ailleurs c'est un peu bête ce que je dis, mais les appuis c'est important pour n'importe quel joueur. Bien sûr, mais ils prennent cher en termes de puissance, voilà, qu'ils doivent exactement. maintenir avec leurs jambes et les crampons plantés au sol, oui c'est sûr, ça peut prendre cher. Ouais. Donc moi je compte même pas sur Alapio. Donc voilà, c'est pour la position centre, il y a en effet Spencer Pulley qui, à mon avis, aurait l'avantage pour être titulaire, dans la mesure où il a plus d'expérience que Shane Lemieux, et Shane Lemieux est un rookie du 5e tour qui est plus un guard, mais peut jouer centre. Voilà, qui est même pas vraiment centre, il s'est entraîné, mais il a jamais vraiment joué centre en tout cas. Donc, en tout cas, dans le roster actuel, le seul centre qui est listé sur le site des Giants, c'est Spencer Pulley, c'est tout. Le seul centre pur, ouais, c'est ça. Alors, on a un UDFA, un Undrafted Free Agent de Rhode Island, Kyle Murphy, qui a joué une saison titulaire comme centre. Mais bon, il a joué à Rhode Island. Me voilà rassuré, tu vois. Oui, mais voilà, mais en fait, le truc, c'est que je pense que ce gars-là, tu vois, tu sais, dans un training camp, t'as l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, parfois une équipe D. J'imagine que Kyle Murphy, on va peut-être l'essayer en équipe C ou D pour voir ce qu'il vaut à ce poste-là. Enfin, de toute façon, le training camp, c'est l'occasion de faire des expérimentations. Donc, exactement. C'est l'occasion de tester des nouveaux postes et voir ce que valent les gars à certains postes. Donc, ouais, carrément, c'est effectivement très possible. Mais en tout cas, c'est vrai que sur ce poste, moi, je m'attends à Spencer Pulley titulaire et Shane Lemieux qui jouera, en fait, qui sera backup guard center. Voilà. Oui, écoute, je suis assez d'accord avec toi, et là il n'y aura pas de divergence là-dessus. Moi je mets Spencer Pulley aussi, puisque c'est actuellement le seul centre à peu près correct et en bonne santé qu'on a. Et Shane Lemieux qui, alors à moins d'une énorme surprise où Shane Lemieux d'un coup se met en centre et devient monstrueux, voilà. Mais alors ce qui peut être problématique aussi, c'est s'il n'y a pas de match de pré-saison, malheureusement ça va très vite orienter les coachs vers ceux qui ont le plus d'expérience, puisque
des histoires un peu à la Victor Cruz où le mec explose en pré-saison et arrive à gagner quasiment une place de titulaire comme ça, bah ce sera pas cette année. Donc on risque d'avoir moins de surprises dans le roster enfin moins de surprises potentielles en tout cas, puisqu'on va à mon avis plus vite s'orienter vers les joueurs d'expérience. Ouais, c'est un peu dommage, mais alors justement, je sais plus quel ancien joueur de NFL a tweeté ça hier, j'ai vu passer ça, mais un joueur qui disait, il disait, j'ai vraiment de la peine pour tous les UDFA ou les rookies de fin de draft qui en fait comptent sur la pré-saison, sur le training camp et la pré-saison pour se faire remarquer et décrocher un poste en NFL. Là, ils vont pas avoir ça et donc ça va être extrêmement compliqué pour eux de se démarquer. Hein. C'est sûr que si on devait avoir un nouveau Victor Cruz cette année, bah, on risque pas de s'en rendre compte. Sauf exception. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de pré-saison, moi je m'attends à ce que le premier mois, si la saison a lieu, encore une fois, mais en tout cas le mois de septembre va servir de pré-saison en quelque sorte, va servir de temps d'adaptation où les matchs vont être un peu bizarres, parce qu'il faut y aller à fond, mais il faut aussi se remettre dans le bain. Enfin bon, ça va être étrange, quoi. Il n'y aura pas de changement à la mi-temps, bien entendu, des joueurs, mais ça va être très bizarre. Et même, tu sais, c'est un peu triste en fait pour ces mecs-là qui, je pense, il y en a, ils se font pas trop d'illusions, tu sais. Même s'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pourquoi pas faire le roster des 53, mais à mon avis, il y en a qui se font pas trop d'illusions. Mais par contre, bah, t'as quand même la chance de jouer un match NFL, même si c'est juste de la pré-saison, tu peux dire, voilà, j'ai joué un match NFL de pré-saison dans une équipe de NFL. C'est quand même cool, et ça, c'est quelque chose que bah, peut-être certains ne pourront pas vivre, et ils vont passer à côté de ça, puisque à cause du virus, malheureusement, il n'y aura pas de match. Donc voilà, même si les mecs visent pas une équipe NFL forcément, bah, c'est quand même un truc qui est quand même, à mon avis, marquant dans une vie, juste de fouler un terrain NFL pour de vrai, recevoir des passes d'un QB NFL pour des receveurs ou quoi que ce soit. Enfin, c'est quand même déjà énorme finalement pour quelqu'un de pouvoir. À mon avis, la meilleure chose pour ces gars-là, c'est de se dire que leur tour viendra l'année prochaine, quoi. Mais du coup, c'est sûr que ça veut dire que. Mais t'auras encore plus de monde. Ouais. Oui, mais certes, il y aura encore plus de monde, mais les nouveaux sur le marché, entre guillemets, c'est des joueurs d'université qui, a priori, vont pas avoir non plus une saison complète. Hein. C'est vrai. Alors pour l'instant, il n'est pas question de ça, mais peut-être que la draft. S'imagine, il n'y a pas de saison, est-ce qu'ils reporteraient la draft ? Non, quand même pas. Je sais pas. Tu joues pas de saison, tu fais monter personne et tu décales tout et tout le monde a un an de plus. Ouais, ce serait bizarre. Non, je sais pas. Je suis en train de dire n'importe quoi. Ouais, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, on reste sur ça. Donc, on est tous les deux d'accord. Spencer Poulet titulaire et Shane Lemieux qui serait remplaçant dans la situation actuelle avec John Lapio qui est toujours blessé. Ce serait le plus logique. Au niveau des gardes, alors on a Nick Gates, Will Hernandez, Chad Slade, Kevin Zeitler et de nouveau Shane Lemieux du coup, puisque c'est son poste. De prédilection. Voilà, de prédilection et le plus à l'aise actuellement. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus ? Alors, pour moi, les titulaires sont évidents. Hein. Will Hernandez à gauche, Kevin Zeitler à droite. Hernandez, il est sur sa 3e saison en NFL. Il a eu une 2e saison un peu décevante, mais ça reste quand même un bon joueur. Un joueur solide, parce qu'il a loupé aucun match. Et ça, c'est important. Voilà. Et Zeitler, lui, c'est vraiment... si je dis... Non, c'est Nate Solder, le joueur avec le plus d'expérience. Mais Zeitler, il y a 9... Mais Zeitler, c'est le meilleur, en tout cas, au line qu'on ait. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça y a pas photo. Il est constant, il a beaucoup d'expérience, il tient bien son poste à droite. Il a juste loupé un seul match, alors j'arrive plus à me rappeler pourquoi. L'année dernière, il a fait... l'an dernier, ah oui. Ouais, sur sa fiche de stats, blessure, il a eu 15 titularisations et 15 matchs. Donc ces titulaires-là, je pense que tu me contrediras pas, c'est évident. Exactement, ouais. Après, derrière... Alors Nick Gates a joué l'an dernier aussi, ouais. Il a joué tackle d'ailleurs aussi, il a joué un peu partout, et à chaque fois qu'il a dû remplacer quelqu'un, il a été plutôt convaincant, et moi je suis quasiment persuadé qu'il sera là au moins en remplaçant. C'est un joueur qui les coachs l'aiment bien, et en fait les coachs adorent les joueurs qui sont polyvalents, et un mec qui est capable de jouer à la fois garde, à la fois tackle, et pourquoi pas centre pour certains, c'est énorme. Tu sais que le mec, tu peux le mettre partout et il va faire le boulot. Donc ça, pour Marc Colombo, le nouveau coach de la O-line, ça va être ultra précieux. Donc moi, je mets un pion sur Nick Gates en tant que remplaçant. Ouais, c'est un choix sûr en fait. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, les coachs, vu qu'ils vont avoir très peu d'opportunités pour tester leurs joueurs, ils vont aller vers ceux qui connaissent le mieux. Alors là, on est sur un nouveau coaching staff, c'est pas le même coach de line, heureusement, mais
mais Nick Gates a quand même sur son CV 3 saisons en NFL, c'est sa 2e chez les Giants. Comme tu dis, il est polyvalent, donc il a toutes les chances de rester. Le 2e choix, c'est évident, c'est Shane Lemieux qui vient d'être drafté, qui potentiellement peut jouer centre. Donc pareil, là aussi, on a 2 backups qui sont assez évidents. Mais après, est-ce que ça veut dire que pour Chad Slade ou Kyle Murphy, qui sont aussi sur la liste, il n'y a pas de chance? Peut-être pour Chad Slade, il ne faut pas oublier aussi le facteur blessure. Hein. Oui, bien sûr, non, mais tu es toujours obligé d'avoir des mecs en backup, mais, ou même quelqu'un qui se blesse pendant la pré-saison. Mais effectivement, si on doit avoir un titulaire à remplaçant, moi je ferais comme tu as dit, je mettrais Shane Lemieux et Nick Gates en remplaçant. Mais bon, il y aura un petit peu plus de profondeur que ça dans tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un joueur qui sait jouer plusieurs positions aura un avantage sur un joueur qui n'en joue qu'une seule. Ça, c'est sûr, et même s'il peut être potentiellement un peu moins bon. Et c'est le cas aussi également des receveurs qui jouent en équipe spéciale. On en parlera un peu après, mais c'est des mecs qui se donnent un avantage en plus pour faire partie de l'équipe. Ouais, donc là-dessus, pareil. Quand tu as un coach qui a été coordinateur d'équipe Exactement, spéciale, oui, ça vrai. a son importance. Hein. Tout à fait, ouais. Donc là-dessus, on reste d'accord aussi. J'ai l'impression que sur la O-line, il n'y aura pas trop de discussion. Hein. Non. Si on passe au tackle, alors on a Andrew Thomas, qui est notre premier choix de la dernière draft. Donc il vient de Georgia, si je ne dis pas de bêtises, rookie. Cameron Fleming, qu'on a récupéré des Cowboys de Dallas. Nate Solder, qui joue à droite. Alors après il y a des mecs, je les connais pas du tout. Timer Aycraft, Eric Smith, Nate Wozniak et le dernier Matt Peart que j'ai noté, qui lui aussi a été récupéré à la draft, qui est donc un rookie. Ouais. Alors là on va peut-être avoir notre premier désaccord, parce que tu as dit quelque chose qui à mon avis est un lapsus révélateur, c'est que tu as dit Nate Solder qui joue à droite. Excuse-moi, Nate Solder joue à gauche. Ah pardon. Oui, alors oui, parce qu'on doit dire la position aussi, qui joue à droite ou à gauche, c'est vrai voilà. que ça peut être notre mais on a déjà eu cette discussion en plus, quand on a analysé la draft, toi tu avais l'air, si je ne m'abuse, tu avais l'air de plutôt te dire pourquoi pas essayer directement Andrew Thomas à gauche et Nate Solder le mettre à droite. Tu vois, alors, bon, je pense que Nate Solder il est titulaire de toute manière. On est d'accord, les titulaires c'est Andrew Thomas, Nate Solder, là il n'y a pas de doute. Maintenant qui joue où? Toi tu restes sur Nate Solder à gauche? Non, en fait tu vois, je suis même pas sûr qu'Andrew Thomas sera titularisé directement. Quoi? Ouais. Tu mets qui? Cameron Fleming à droite et Nate Solder à gauche, c'est ça? Pourquoi pas? Ça veut pas dire que Andrew Thomas ne sera pas titularisé à un moment de la saison. Moi ça me paraît vraiment compliqué que ton premier tour de draft tu le fasses pas jouer direct. Je pense que les supporters on s'en fout, ils sont pas dans les stades. Ouais, d'accord. Mais les réseaux sociaux après, d'accord. Non, mais bon, bref, peu importe. Je pense que c'est difficile de pas faire jouer directement. Pour moi, un mec que tu prends au premier tour de draft, c'est un mec qui est titulaire immédiatement. Sauf mais peut-être un QB. Enfin, très franchement. Les quarterbacks où c'est plus compliqué, mais sinon, je pense que. Oui, mais en fait, tu vois, le truc, c'est que j'espère pas que. Enfin, le truc, il y a la perception des fans, et en effet, les fans vont se dire quoi, on peut prendre un gars 4e choix pour le laisser sur le banc, c'est inadmissible, etc. Ouais. Mais en fait, j'espère que Judge va pas forcément écouter ça, parce que quand on regarde nos expériences précédentes avec Eric Flowers, avec Will Beatty, où on les a lancés sur le terrain trop rapidement, ça a été une catastrophe. Je me dis, Andrew Thomas... Est-ce que c'est pas vraiment des mecs qui étaient nuls dans tous les cas? Pas forcément. Alors déjà, tu penses que si on les avait laissés un peu mûrir, déjà, Will Beatty n'était pas mauvais en début de saison, enfin en début de carrière, excuse-moi. Il a vraiment décliné après sa blessure au pectoral. Je crois qu'il avait aussi les poches pleines d'argent, donc il devait être un peu moins motivé. Et Eric Flowers, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il a quand même commencé à un poste qui n'était pas le sien. S'il était right tackle, on l'a foutu left tackle directement. Moi, je pense que le problème vient plus du coaching, plus que du fait de les avoir laissés mûrir. Alors, ça, même si ça peut jouer dans la tête, si en fait, quand tu joues trop vite et que tu fais pas le poids et que t'as pas le niveau que tu veux, peut-être que ça peut jouer dans ta tête et te dire je suis nul, qu'est-ce que je fais? Mais par contre, je pense que pendant longtemps, on a eu des coachings de O-line qui étaient pas bons. Donc je pense que ça vient beaucoup de là. Tout à fait, on a eu aussi des mauvais coachings de O-line. Après, justement, si on parle de coaching, il faut pas oublier que Cameron Fleming, il a joué pour, j'oublie à chaque fois son nom, le coach de la O-line Marc Colombo. Marc Colombo, je vais y arriver. Hein. Peut-être que d'ici la fin de la saison... Mais il a joué pour Jason Garrett aussi. Donc, non, mais voilà. Donc c'est vrai que ça va jouer en sa faveur, tu as tout à fait raison. Ça va jouer en sa faveur, il a plus d'expérience. Peut-être que Judge, Garrett et Colombo vont se dire
bon, on commence avec lui au début et puis après on verra. Mais après, ce serait pas non plus illogique de mettre Andrew Thomas. Et moi, je mettrais donc, comme tu disais, Nate Solder, je le garde à gauche. Je mets Andrew Thomas à droite au début. Et Cameron Fleming. Ouais, en fait, j'hésite à droite entre Cameron Fleming et Andrew Thomas. Et Matt Peart, il est sur le banc. Moi, je vais te dire ce que je vais faire. Ça te laisse 2 secondes pour réfléchir, mais il faut que tu te prononces après. T'as plus le droit d'hésiter. Moi, je mets Andrew Thomas à gauche, titulaire direct, parce que Nate Solder a été trop mauvais à gauche, c'est terminé. Nate Solder, on le remet à droite, il a déjà joué à droite et c'est moins impactant un mec qui est mauvais à droite puisque c'est pas dans le blind side du QB, il va pouvoir le voir arriver et c'est un peu moins impactant. Surtout qu'il sera à côté de Kevin Zeitler qui est un peu supérieur à Hernandez, donc potentiellement ça peut aider Solder à droite. Et je mets Cameron Fleming en remplaçant et Matt Peart en remplaçant également. Donc là j'ai mes 2 titulaires et mes 2 remplaçants. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit justement par rapport à Solder à gauche. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin sur la saison catastrophique de Solder à gauche. Ouais. Elle a été très très moche, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'entre 2018 et 2019, il y a eu quoi ? Eh ben, on est passé d'un double champion à un rookie qui en fait se foutait assez régulièrement dans des mauvaises situations. Et donc, il y a eu des sacs qui étaient de la faute de Solder, mais il y a eu beaucoup de sacs qui étaient de la faute de Daniel Jones. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est d'avoir Andrew Thomas, un rookie, qui protège Daniel Jones, qui n'est certes plus rookie, mais en 2e année et réapprend un nouveau système. Pour moi, c'est très dangereux. Et je préfère encore avoir un Nate Solder qui a un peu plus d'expérience et qui saura mieux gérer ça. Et donc, voilà. Donc, en fait, je fais le choix de l'expérience. Et donc, en fait, pour rester cohérent avec ce choix d'expérience, je mettrais pour le début de saison Cameron Fleming. Ok, et on l'avait déjà dit aussi dans un autre podcast, mais il a eu des soucis de famille, son fils a été malade, etc. Il y a quand même des facteurs qui font que Nate Solder pourrait revenir cette année mieux, je suis d'accord. Mais bon, je reste sur mon choix, je mets un petit pari là-dessus. Après, je pense que ça ne veut absolument pas dire que la situation est immuable. On espère au contraire que si Joe Judge voit que Solder est vraiment catastrophique... Ah oui, s'il vous plaît, voilà. Oui, exactement. Finis ta phrase. Voilà, et que à côté, Thomas, lui, fait des progrès hallucinants, faudra faire le switch. Ça, ça, c'était ce que le dernier coaching staff était incapable de faire. C'est on analyse qu'un truc ne va pas, eh bien on ne fait rien et on laisse ce truc qui va pas pendant un match entier, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs et on fait jamais rien. Et ça fait péter un câble. Et donc oui, je suis d'accord avec toi, l'adaptation, et de toute façon c'est le mot d'ordre de ce coaching staff là et de Joe Judge, c'est de s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, en fonction du carton, en fonction de tout et n'importe quoi. De s'adapter et de faire évoluer l'équipe. S'il faut enlever un mec pour mettre un autre gars, changer le schéma de jeu, etc. Mais vraiment l'adaptation sera extrêmement importante pour ce coaching staff. Et donc comme tu as dit, effectivement, si jamais il y a un joueur qui d'un coup monte ou si quelqu'un est vraiment en dessous du niveau, ne pas rester sur ce qu'on a décidé en début de saison, mais vraiment faire évoluer l'équipe et l'adapter. Donc ce sera extrêmement important. Je suis d'accord avec toi. Donc en tout cas, le premier désaccord là-dessus, effectivement. Maintenant les tight ends. Alors, on a Garrett Dickerson, Evan Engram, Ryzen John qui est un rookie qui vient du Canada, Kyler Markway qui vient de South Carolina, donc USC de South Carolina, Caden Smith, Levin Toilolo et Eric Tomlinson. On peut en choisir. Alors, dans les tight ends, il y en a entre 3 et 4 en général dans les équipes NFL. Là, on va dire qu'on en prend 4 parce que Jason Garrett adore les tight ends et qu'il va sûrement jouer avec plus de tight ends que d'habitude. Donc, on va en prendre au moins 4. Ouais. Donc, si tu dois en choisir 4 dans cette liste, qui est-ce que tu prends ? Evan Engram, c'est un choix évident. Même si on se demande toujours s'il va être échangé ou pas cette saison. Le problème, c'est qu'Evan Engram, il se blesse aussi assez facilement et c'est pas un blocking tight end. Le blocking tight end, c'est Levin Toilolo qu'on vient de signer, qui arrive des 49ers. Caden Smith, deuxième saison chez les Giants et surtout le papa de Landon Collins, tellement il je crois que j'avais vu un fan qui répondait à Landon Collins en disant que Caden Smith is your daddy, quelque chose comme ça. Il n'aimait pas du tout. Donc Caden Smith qui en fait est un backup mais nous a montré quand même de belles choses. Donc voilà. Et puis après en 4e poste c'est plus compliqué.
Encore une fois, je vais faire le choix de l'expérience. Alors, Eric Tomlinson a 5 saisons en NFL, mais Garrett Dickerson a 3 saisons chez les Giants. Donc, plutôt Garrett D'accord. Dickerson, qui est un blocking tight end. Ok. Alors attends, et Garrett Dickerson, alors attends, je vais aller chercher les tight ends pour trouver ses stats. Il n'y en a pas. Euh, Il il a joué 4 matchs par an, c'est ridicule. Garrett Dickerson, 0 réception, rien du tout. Il a jamais fait une réception, le gars. Ouais, mais t'as vu, il fait 4 réceptions par match. Le gars, il est là pour. C'est un Quatre no-line jeux par léger, match, quoi. tu veux dire. Ah, alors que par contre, Eric Tomlinson, grosse stat sur sa saison 2019, une réception, 1 yard. Ouh. Bah là j'ai mon titulaire, là. Là, je crois que c'est indéniable, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, putain, c'est compliqué. Alors peut-être qu'il peut avoir une surprise. Je suis d'accord avec toi sur Engram, Caden Smith et Levin Toilolo. Toilolo qui va rentrer surtout pour bloquer, mais qui est aussi capable de réceptionner des passes. Caden Smith qui a montré d'excellentes choses, et moi j'adore ce joueur. Et Evan Engram qui est un monstre quand il peut jouer. Sur le dernier, par contre, il peut y avoir une surprise, pourquoi pas d'un rookie, hein, ça on sait jamais. Les tight ends, c'est toujours des positions où il peut y avoir des surprises, parce que c'est pas des mecs qui se mettent trop en avant, on les connaît pas forcément super bien. Tu te rappelles Kevin Boss qui était tight end quand Jeremy Shockey s'était blessé et qui gagne un Super Bowl derrière et qui fait des choses pas mal. J'adorais ce joueur. Ouais, mais c'est pas un mec qu'on a vu. Et c'est souvent des mecs qui ont des. Qui sont pas titulaires très très longtemps, en tout cas chez les Giants. J'ai l'impression que t'as des mecs qui ont joué 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'après on voit plus. Typiquement Kevin Boss. Je sais pas si c'était blessé ou quoi, mais. Alors, on l'a vu quoi, Kevin 3-4 saisons. Boss, c'était tellement un aimant à commotion que quand la NFL a fait des vidéos promotionnelles pour dire voilà comment il faut pas plaquer, il montrait généralement des vidéos de Kevin Boss qui se prenait des gros taquets. Kevin Boss, il a fait 4 ou 5 saisons chez nous. Et puis 5 en tout, tu crois? Ouais, je crois que c'est ça. Et à un moment, il est parti chez les Raiders. Je me rappelle de son départ chez les Raiders parce qu'il allait rendre visite aux Raiders. Il devait revenir chez les Giants parce que les Giants lui ont dit écoute, viens, on a une proposition à te faire. Et dans l'avion, juste avant de décoller, les Raiders m'ont appelé en disant non, mais tiens, voilà ton contrat, reste ici. Et il est resté. Ok. Donc, Bon, bah, non, mais j'aimais beaucoup ce joueur. Je l'ai découvert au Super Bowl 2007. Il est 42 et il était exceptionnel. C'était pas un Jeremy Sochay, mais c'était un gars qui était un très bon bloqueur et qui avait de très bonnes mains. Ouais, c'est vrai. Mais Qui courait pas extrêmement vite, mais qui était pas mauvais. Mais il a dû s'arrêter à cause des commotions. Du coup, qui est-ce qu'on met en quatrième? Eh ben, je suis bien embêté. Moi, je mettrais un mec comme. J'en sais rien, honnêtement, je sais pas. Je vais mettre un rookie, tiens. Allez, Ryzen John. Je vais mettre Ryzen John, le mec du Canada. Allez. Voilà. Allez, voilà, ce sera mon quatrième tight end dans mon équipe. Bon, c'est effectivement compliqué, là, on n'a aucune idée. Et c'est ouvert, en tout cas, au poste de tight end, ça, il n'y a pas de souci. Si on passe sur les receveurs maintenant, alors là, on va en choisir 6. Il peut y en avoir dans les équipes entre 5 et 7. Il y a un peu de tout, mais vu qu'on a déjà mis 4 tight ends, on va en mettre que 6. Alors, t'as Alex Bachman ou Bashman, je sais pas comment on prononce. Apparemment, vu son maillot, j'ai pas regardé par quelle équipe il était passé, mais il a dû passer par les Rams parce qu'il a un beau maillot jaune et. Ouais, il a fait un training camp bleu. chez les Rams, mais il a pas Ok, joué en d'accord. NFL. Ok, bon voilà. Corey Coleman, Cody Core, Derek Dillon, un rookie qui vient de LSU, Austin Mack, rookie qui vient d'Ohio State, Damari Scott, Sterling Shepard, David Seals, Darius Slayton, Golden Tate et Benjamin Victor. Benjamin, les mecs ils ont des prénoms, c'est improbable. Putain, je vois même pas lui. Et bah écoute, il est dans le roster. Si, Et il était coéquipier de Austin Mack, c'est un rookie qui était aussi à Ohio State. Pardon. C'était les deux, tu sais, on se moquait parce qu'on disait qu'ils voulaient pas jouer chez les Redskins, chez leur ancien quarterback. Oui, il me semble d'ailleurs que tu avais vexé celui qui tient le compte de la page de Washington. On sait pas comment il s'appelle maintenant, mais de la page de Washington. Ouais. Puisqu'on n'a pas encore le nom officiel de la nouvelle équipe de Washington, enfin la nouvelle équipe, leur nouveau nom. Donc, alors je vais parler en premier cette fois-ci, parce que c'est toi qui t'exprimes à chaque fois en premier. Donc, je parle beaucoup. Vais pas... Non mais vas-y, je t'en prie. Non mais sinon ça fait comme si je t'avais copié, et puis tu vois, j'ai pas ma propre opinion. Et, ça marche. Et du coup, voilà. Alors, moi si je dois prendre 6 joueurs là-dedans, alors évidemment les 3 titulaires, je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus encore une fois. Sterling Shepard en 1 ou 2, Golden Tate en 1 ou 2. Troisième, Darius Slayton. Peut-être d'ailleurs qu'il peut y avoir des surprises en cours de saison et que Darius Slayton, s'il continue la progression qu'il a eu l'année dernière, pourquoi pas prendre la place d'un Golden Tate un peu vieillissant ou quoi. Mais bon, Golden Tate reste quand même bon. Il a d'énormes stats en yard after catch. Sterling Shepard, à part ses problèmes de commotion,
C'est peut-être ça qui peut faire prendre à Darius Slayton la place de 1 ou 2 avec Golden Tate si Sterling Shepard a de nouveau des commotions comme il a eu à répétition et c'est peut-être un Kevin Boss bis du coup. Bah ouais, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs en effet qui sont contraints d'arrêter parce qu'ils ont pris trop de coups sur la tête. Donc, bon, en tout cas, le pauvre Shepard, il est pas très solide et c'est dommage parce que il a quand même il est très bon. un très bon talent. Je veux dire, c'est pas un top 5 receveur, mais il est au moins dans le mais top 15. C'est un titulaire solide en NFL, clairement. Ce qui va manquer dans ce corps de receveurs toujours, c'est le gros wide receiver énorme comme l'a été Plaxico Burress ou comme l'ont été d'autres par la suite, Odell Beckham ou qui que ce soit. Voilà, c'est un vrai numéro 1. Un peu. Ouais. Un vrai numéro 1 indiscutable. Voilà, un mec rapide, puissant qui te fait des saisons à milliards tout le temps, etc. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais ça n'empêche pas que dans les équipes actuelles, on est capable de gagner le Super Bowl en n'ayant pas un receveur comme ça. Je pense que les Patriots l'ont déjà montré. Ensuite, je mets Cody Core, puisque Cody Core, j'en parlais tout à l'heure, c'est un joueur d'équipe spéciale aussi et qui est extrêmement bon et qui fait beaucoup de plaquages sur équipe spéciale, qui est chasseur, donc qui est chargé de foncer directement sur le joueur qui récupère le ballon. Il a été exceptionnel en équipe spéciale l'an dernier, il a joué très peu en receveur, mais je pense que ce poste d'équipe spéciale, cette double position va lui donner un avantage sur d'autres receveurs. Ensuite, je mets Corey Coleman, qui a été blessé toute la saison passée, mais qui avait commencé à montrer de belles choses, notamment en kick return. Et là aussi, peut-être avantage là-dessus, puisqu'il est capable de faire des kick return. Il avait été extrêmement bon il y a 2 ans là-dessus. Et dernière position, je la mets à Austin Mack, parce que j'avais analysé un peu ce qu'il faisait, et je l'avais trouvé exceptionnel. Alors tu m'avais dit qu'il avait quelques problèmes de blessure, donc j'étais un petit peu déçu de ça, mais je pense qu'il peut avoir sa place, et en tout cas au niveau technique et niveau main, il a l'air extrêmement bon, et donc je lui donne un petit billet sur lui aussi, et ça fait mes 6 receveurs. Ouais, bah écoute, on va avoir les 3 titulaires, c'est assez évident. Golden Tate, j'espère quand même qu'on va avoir un peu plus de sa part, parce que première saison, il a été suspendu 4 matchs. Là, il va nous coûter 10 millions sur le cap. Donc, il faut qu'on en ait un peu pour notre argent. Et j'ai hâte de voir la progression de Darius Slayton qui a été une très très belle surprise de la saison dernière. Tout à fait. Corey Coleman, en effet, bon kick returner, voir ce qu'il peut nous apporter sur la deuxième saison. C'est un ancien choix de premier tour. Bon, ça veut plus rien dire quand on a busté, mais c'est quand même qu'à la base, il avait un certain talent. Cody Core, ça me semble aussi un choix logique, puisqu'il participe en Special Teams. Pour le 6e, j'avais pensé soit à Alex Bachman, tout simplement parce qu'en fait il a un nom de famille qui me fait penser à Bachman dans la série Silicon Valley, mais c'est un peu débile comme critère. Non, mais sinon en étant un peu plus sérieux, il y a Damari Scott qui va faire sa 2e saison chez les Giants et est aussi capable de faire des kick returns et des punt returns. Donc voilà, encore une fois, je fais le choix de l'expérience. Et pour moi, les UDFA, on les gardera plutôt en practice squad, quoi. Ok. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de practice squad, mais là, on y passerait des plombs et c'est quasiment impossible. Surtout qu'en plus, cette année, il me semble que les practice squad ont été... je crois que maintenant, ils peuvent avoir 15 joueurs en practice squad, alors qu'avant, ça devait être que 8, quelque chose comme ça. Enfin, la règle a changé. Ok. Donc, on pourra en avoir un peu plus. Très bien. Du coup, il nous reste plus que 2 positions. Il nous reste les running backs et les quarterbacks. On commence par les running backs avec, là ça va être difficile de trouver le titulaire, Saquon Barkley, Wayne Gallman, John Illiman, Javon Leake, Dion Lewis, Elijah Penny et Sandro Platzgummer, notre ami européen. Qui est-ce que tu mets là-dedans? Bon, titulaire, évidemment, Sandro Platzgummer. Pas de doute, hein, ça me paraît évident, avec ses statistiques de 48 sur Madden. Ensuite, Saquon Barkley, là, aucun doute. Derrière, moi, je mets... j'en prends 4 des running backs, là. 3 ou 4, on en prend combien?
Il faut un fullback aussi. Bah, disons que moi je dirais 4 running back, un fullback, donc 4 halfback comme on disait avant et un fullback. Ouais. Ah bah, alors moi je mettrais plutôt 3 running back et un fullback, alors, ou 4 running back dont un qui peut jouer un peu fullback. Du coup je mettrais Saquon Barkley. J'ai envie de voir Wayne Gallman encore dans l'équipe cette année. Ouais. Dion Lewis, on l'a pas fait venir pour rien, donc je pense qu'il sera dans l'équipe. Et ensuite je mets Elijah Penny, Ouais. Bah, qui a fait des bonnes choses quand même quand il a joué. Ouais. Je l'ai trouvé plutôt convaincant. mais juste, alors on va, enfin on sera d'accord sur ça, hein. Si j'avais pris un troisième running back, j'aurais pris John Edelman. Juste pour revenir un peu sur les autres joueurs, parce que Sandro Platzgummer, c'est quand même une histoire sympa, même si on sait que très franchement, si déjà les UDFA qui ont fait qui ont tout le temps joué aux US ont très peu de chance, le petit running back d'Autriche, lui a encore moins de chance. Mais donc, je pense que lui, il doit déjà être très très content d'être arrivé jusqu'à ce stade-là. Ah bah oui, C'est une belle histoire, mais malheureusement, malgré toute la bonne volonté qu'il aura, il n'a pas grande chance. Mais il y a un joueur quand même qui est assez intéressant, qui joue fullback, hein, mais qui remplacera pas pour autant Elijah Penny, c'est George Aston. Parce que savais-tu que George Aston est japonologue? Alors, tu sais que je l'avais oublié en fait, parce qu'il est fullback lui, je l'ai pas mis dans ma liste. Mais voilà, George Aston, il est japonologue, et c'est un spécialiste de l'histoire et des langues du Japon et de Corée. Et ça, du coup, quand on joue en NFL, c'est un gros avantage. Ouais, il est aussi décédé en 1911, c'était un diplomate britannique. Qu'est-ce que Non, mais en fait, qu'est-ce que tu fais en cherchant des informations sur George Aston, je suis tombé sur William George Aston, j'ai cliqué et c'est japonologue, diplomate et philologue, même pas philosophe, philologue britannique, spécialiste de l'histoire et des langues du Japon et de la Corée. Eh ben, c'est beau. Eh ben, ça m'a bien on fait va rire. avoir un fullback. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là? Non, Rien. en vrai, le vrai George Aston, il est inconnu au bataillon du coup. Rien, il a été UDFA l'année dernière, il a fait son training camp chez les Broncos et il a rejoint l'équipe dans le practice squad en décembre 2019. Bon, Donc voilà, ok. mais enfin voilà, Elijah Penny, il vient d'être signé, il est dans l'équipe depuis 2018, il fait du bon boulot avec Saquon Barkley, enfin avec les running backs de manière générale, hein. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet sur le poste de fullback, hein. Ouais. Et John Edelman, moi j'ai été moins convaincu l'an dernier, donc. Ouais. Si je regarde, attends, est-ce que c'est le poids ça? Oui, c'est le poids. Eh ben écoute, Sandro Platzgummer est plus lourd que Dion Lewis, parce que j'allais dire c'est une crevette le mec, sûrement, il vient d'Europe, il a pas eu des picousses dans les biceps. Quand toute tu sa le vie. vois, il fait vraiment crevette, hein, par rapport. Ouais. Surtout quand Eh si ben, tu le mets à après, côté Dion d'un- Lewis il mesure 1m15, alors c'est peut-être aussi la différence. Mais il fait, alors je connais pas les conversions, mais il fait 6 pieds 0 inches, et Dion Lewis il fait 5,8, et un mec, alors l'autre c'est 5,11. 6-0. Ah, mais remarque, Saquon Barkley, il fait 5-11. Il est plus grand que Saquon Barkley, notre ami Platzgummer, et si c'est pas beau gosse. Ouais. Sauf que Saquon Barkley, il fait 233 livres. Et 233 livres, ça fait combien? Ça fait 106 kilos. Donc il fait 15 kilos de plus que Platzgummer. Bon, je peux te dire que ça joue dans la balance très légèrement. Je crois, si je dis pas de bêtises, que 6 pieds, ça doit être 1m80, 1m82, parce qu'il me semble que une fois j'avais cherché que c'est à peu près ma taille. Mais c'est quand même hallucinant de se dire qu'un gars comme Saquon Barkley est plus petit que moi, mais il est juste mastoc. D'ailleurs, quand on a vu ses vidéos d'entraînement pendant cette intersaison, il fait des trucs hallucinants avec son Ah corps. oui, c'est vrai. Il est impressionnant. Attends, on avait rigolé là sur l'IMC. Attends, j'ai envie de calculer l'IMC de Saquon Barkley. Ouais. Attends, et tu dis 1m80, tu dis 5,11, ça fait combien? Attends, bah, je regarde en même temps que je te parle. J'ai dit 106 kilos. Dis-moi combien ça fait 5,11 et je vais convertir. Attends, c'est en pied. 5, 11. Ah non, mon convertisseur marche pas parce que là il me dit que ça fait 1m55. Ce qui est pas. Attends. Voilà, peut-être qu'il mesure 1m55. Google à rescousse. 5,11. Ah, ils sont chiants quand même ces Américains. Ah, mais faut pas mettre 5,11, faut les conversions. Attends. Bah là, tu vois, en fait, là, le truc, c'est qu'il me met 5,91 et il dit que ça fait 1m80. Voilà. C'est 5,91. Ouais.
5 feet Non. 11 inches, 11, c'est ouais. 181,34 cm. Donc 1 Ok, mètre alors 80. on va mettre 181 du coup. Donc il mesure plus que ça, alors il doit mesurer 1m84, 85 Platzgummer. Ah non, t'as dit qu'il faisait 6 pieds. Oui, 6-0. Mais là, 6-0, ça fait Ça fait 5-12. ça fait C'est 5-12. 180. Non, là, je suis sur un site, c'est Calculate Me. 6 pieds, ça fait 182 cm,88. Donc pratiquement 1m83. Attends, il y a que 1 cm entre 5-11 pardon, et 6-0. Ouais, il faut croire. Mais un pouce, ça fait pas 1 cm. Bon, c'est compliqué là. Oui, mais enfin on aurait bon, dû prévoir ça. c'est une unité, enfin, Bref. c'est des unités de mesure complètement. Bon, en tout cas, on va débiles, dire qu'il fait 1m81, Saquon Barkley. Et du coup, il est en IMC de 32,4 et il est en obésité modérée. Tu vois, c'est pas mal. hein. Comme quoi, l'IMC est quelque chose de très parlant. Attention, vous êtes en situation de surpoids, nous dit le site internet. Consultez votre médecin ou un professionnel de nutrition. Écoute, je vais faire un petit screenshot. Je vais Et l'envoyer l'envoyer. à Saquon pour le prévenir qu'il est en surpoids. Eh Qu'il fasse mec, attention quand même. fais gaffe. Ouais, il va sûrement être très heureux d'apprendre ça. Bon, il nous reste le dernier, donc avec les quarterbacks. On a actuellement 1, 2, 3, 4, 5 quarterbacks dans notre roster à l'heure actuelle. On a Daniel Jones, on a Colt McCoy, on a Cooper Rush, Alex Taney et Case Cookus, un rookie qui vient de Northern Arizona. Du coup, bah là, évidemment, un titulaire Daniel Jones, remplaçant évidemment aussi Colt McCoy. Et moi, j'espère que cette année, ils vont pas nous faire le coup de d'habitude. En tout cas, ce qui était là sur les dernières années, c'est qu'ils prennent trois quarterbacks dans les 53 joueurs et dans le roster des 53, ce que je trouve complètement débile, puisque les quarterbacks se blessent quand même rarement. Et j'ai jamais vu, en tout cas, avoir deux blessures de quarterback dans le même match où il fallait absolument... Enfin, je crois pas que ça soit déjà vu. Hein. Je me demande s'il y a même pas les Patriots qui ont joué avec 0 quarterback remplaçant, ça a déjà dû arriver ça. Oh non, je pense pas. Quand même pas. Tu crois? Il y a pas un moment, ils avaient plus de quarterback remplaçant? Bah, Et c'était... récemment, ça me dit rien. Ouais. Bah, le truc, c'est que, en fait, Je demanderai aux fans. bah, tu vois, le truc, c'est que ça n'avait aucun sens d'avoir 3 quarterbacks quand on avait Eli Manning. Parce que Eli Manning complètement. était super, super fort. Enfin, il se blessait jamais. Enfin, si, il se blessait, mais il revenait toujours. Mais là, le truc, c'est qu'on a quand même un Daniel Jones qui n'a joué que 13 matchs sur 16. Il s'est blessé. Donc, moi, je serais plus confortable avec 3 quarterbacks. Ok. Parce que, pourquoi? Parce que certes, on va pas perdre 2 quarterbacks en un match, c'est très peu probable. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé. Ça a dû arriver en NFL, forcément. Oui, ça a déjà dû arriver. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé pour la dernière fois. Parce que je crois qu'en plus, toutes les équipes ont même un plan D. C'est si jamais ils n'ont plus aucun quarterback qui peut jouer, ils ont désigné un joueur qui peut être. Je crois qu'à un moment, c'était Jeff Figgles, le punter des Giants, qui était le quarterback de secours si jamais tous les quarterbacks se blessaient. Mais ça, c'était il y a. Qu'est-ce que ça aurait été marrant? Ça aurait été drôle. Mais donc voilà. Alors le truc, c'est que Colt McCoy, ouais, ça peut être un bon choix parce qu'en plus, c'est un gars qui a plein d'expérience. Il a fait 5 ans chez les Redskins. Il a été titulaire chez les Browns, bon, pas avec beaucoup de succès certes, mais bon, c'est un gars qui sait au moins qui sait au moins ce que c'est d'être titulaire. Il a déjà eu une équipe entre les mains. Il a été titulaire un peu chez les Redskins aussi, non? Ouais, il a été titulaire 7 fois et il a gagné un match. Voilà. Ouais, mais ça c'est pas grave, ça c'est les Redskins, c'est normal. Et bon, et après, Alex Taney, tout ce qu'il a pour lui, c'est qu'il connaît l'équipe. Mais sinon, à part ça, il a fait une passe complétée l'année dernière, je crois. Donc, 100% donc il a 100% de réussite et il a un rating de 159,3. Bravo Alex Taney. Voilà. Et Cooper Rush et Case Cookus, ce sont en fait des... comment est-ce qu'ils appellent ça? Tu sais, c'est les quarterbacks qui, en gros, font venir au training camp juste pour avoir des gars qui vont lancer le ballon. Oui. Ils ont pas vraiment de chance de faire quoi que ce soit dans l'équipe. C'est vrai. Donc voilà. Donc moi je partirais plutôt sur 3 QB parce que Daniel Jones, il a fait sa première saison et il a été blessé. Bon,
J'espère que ça n'arrivera pas, mais ce que j'espère surtout, c'est que Daniel Jones, il nettoie quand même pas mal de choses dans son jeu, à savoir, en premier lieu, la gestion de la poche, parce que 18 fumbles, dont 11 perdus, et puis comme je le disais tout à l'heure, il s'est quand même foutu... il y a ce YouTuber, enfin un gars qui est sur Twitter et qui fait des vidéos pas mal d'analyse de films, qui s'appelle Brett Coleman, qui je crois il y a 10 jours ou 2 semaines, a fait une vidéo sur Daniel Jones que je vous invite vraiment à regarder, dans laquelle il explique, au début il dit, ce qui est génial avec Daniel Jones, c'est que il a absolument pas peur de la pression. Et puis après il dit, en fait le problème aussi avec Daniel Jones, c'est qu'il n'a absolument pas peur de la pression, dans le sens, en fait il ne la calcule tellement pas qu'il se met dans des situations où en fait parfois, et c'est pour ça que je mets notamment de l'eau dans mon vin vis-à-vis de Nate Solder, c'est qu'il montre des situations où tu vois que Nate Solder est en train de tenir son gars, et tu vois Daniel Jones qui se met en position de vulnérabilité, qui devient en position où il peut plus être protégé, et il se prend le sac du gars qui était protégé par Nate Solder. Et là on va dire, Nate Solder a concédé un sac. Bah non. C'est pas Nate Solder qui a concédé le sac. Oui, c'est vrai que ça peut être dans ses stats alors que c'est la faute de Daniel Jones. Après, il y a quand même beaucoup d'images où tu vois Nate Solder qui passe complètement au travers du bloc. Tout à fait. Non, mais ça, il y a aucun doute. Mais bon, voilà. En tout cas, pour les QB, je pense que ça peut être plus prudent d'avoir 3 QB. Comme ça, en fait, on sait que si jamais Daniel Jones se blesse et est absent pour quelques matchs, on a un QB3 qui est prêt à prendre la relève si, pas de chance, le match d'après, on a Colt McCoy. On a déjà couronné Colt McCoy QB2, alors qu'en fait, ça se trouve, ce ne sera pas lui. Mais si jamais le QB2, en fait, se blesse aussi. Et on n'aura pas besoin de prendre quelqu'un qui ne connaît pas le playbook, etc. Ok, et pourquoi tu ne mettrais pas un quarterback dans le practice squad, et si jamais un quarterback se blesse la semaine suivante, tu le fais monter dans le roster? C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais le problème du practice squad, c'est que du coup ton joueur peut être récupéré par n'importe quelle autre équipe. Je connaissais pas ce Si, truc-là. en fait, la règle du practice squad, c'est que en gros ce sont des joueurs qui sont à la disposition de l'équipe, qui peuvent participer aux entraînements mais qui ne peuvent pas jouer les matchs. Pour jouer dans les matchs, ils doivent être promus dans le roster actif. Et par exemple, une équipe peut très bien dire il y a tel gars dans le practice squad des Cardinals que j'aime bien, j'ai besoin d'un receveur, c'est un receveur, et ben je vais lui proposer un poste dans mon roster actif, et en fait tu peux aller les débaucher comme ça, et l'équipe ne peut rien faire. L'équipe qui l'avait ne peut rien faire. Donc c'est aussi un peu le risque. Après on pourrait se dire, tu vois, par exemple, si c'est pas Alex Taney ou Colt McCoy, t'as un gars comme Cooper Rush qui a fait 3 saisons sous Garrett, donc qui connaît le système Garrett et qui peut être un bon atout dans l'équipe. Hein. C'est vrai. Bon, il y aura peut-être une ou deux surprises, mais j'ai l'impression que cette année, c'est quand même, il y a pas mal de choses qui sont figées sur le niveau des titulaires. Ça a l'air assez, en tout cas en attaque, ça a l'air assez simple de trouver qui seront les titulaires. Pour moi, la vraie grosse question qu'on va se poser, c'est, comme on l'a vu, c'est sur les tackles. Là où on a le plus de discussions. Effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer avec Cameron Fleming, avec Andrew Thomas et Nate Solder. On va voir comment ça va s'organiser. Mais globalement, on a été quand même plus ou moins d'accord. En tout cas, sur les titulaires, il y a eu très très peu de discussions là-dessus. Donc, je me demande quand même comment est-ce que Joe Judge va aborder la situation, parce que sauf si j'ai loupé une news, il n'a toujours pas dit que Daniel Jones était titulaire. Je pense qu'on va avoir en fait on va avoir une simili-compétition pour, en fait, il faut que Daniel Jones montre que c'est son équipe et le mettre un peu en confiance, en mode j'ai battu les 3 bras cassés qui étaient j'ai battu Kukus. Je crois qu'il le fait déjà, tu vois, en s'entraînant avec c'est le seul qui s'entraîne avec les receveurs titulaires des Giants, avec Saquon Barkley. Tu vois pas Alex Taney appeler tout le monde pour faire des entraînements. Oui, mais c'est aussi un premier choix de draft, alors que les autres viennent de nulle part, hein, mais alors peut-être pas Colt McCoy, hein, mais le truc c'est que ils vont la première semaine, histoire d'eux, on va dire oui, il y a une compétition, alors que personne n'est dupe. On sait très bien qu'à la fin ce sera Daniel Jones, sauf blessure, qui sera titulaire. Et tout ça, évidemment, n'aura de sens que si la saison se joue cette année. Donc on espère évidemment qu'on aura des nouvelles dans les jours à venir et qu'elles seront bonnes, et que les États-Unis commencent un peu à régler leurs problèmes de Covid. Je viens de voir que l'engagement a été donné dans un match de NBA, le premier depuis le 11 mars. Eh ben.
Voilà, c'est reparti. Donc Ouais. ça fait bizarre, ça a l'air tout vide sur les images que je suis en train de regarder, mais bon, au moins c'est reparti. Ça donne envie, hein. J'espère qu'il va se passer la même chose en NFL. Hein. Ouais, ouais. Là, franchement, n'importe quel match de NFL qui passe, je le mate. Hein. Même si c'est un Browns-Bengals, je m'en fous, je le regarde quand même. Franchement, je me satisferai Et en de peu. Là. En vrai, un Browns-Bengals, c'est des matchs de division qui sont toujours très intenses et qui valent la peine. Hein. Ouais, bon. Mais alors, tout à l'heure, quand on parlait justement des stades vides, j'ai vu Ouais. passer un tweet hier ou avant-hier. Alors, je sais plus si c'était un joueur de basket. Ouais, je crois que c'est un joueur de basket de Denver, des Nuggets, qui a demandé à Peyton Manning Ah, j'ai ce vu. que ça ferait de jouer devant un stade vide. Et Peyton Manning Ouais. a dit moi, je sais pas, faut demander aux Chargers. Ouais, je l'ai vu Et j'ai trouvé ça c'était tellement bien violent. rétorqué. Alors, tu sais, au début, je fais non, c'est une blague, c'est du NFL même. Mais en fait, non, c'est une vraie Non, news. c'est vraiment ce qu'il a dit. Et en fait, ils sont marrants, les Manning. Hein. C'est des mecs drôles, en fait. Ah oui, mais attends, Eli Manning avait la réputation, malgré ses Manning face, tous les joueurs disaient, mais Eli Manning, c'est celui qui fait le plus de vannes et de pranks c'est juste qu'il cache très très bien son jeu. Ouais, exactement. Moi, je trouve ça trop cool. Et Daniel Jones, c'est un peu le même tempérament. Alors, je sais pas s'il est aussi marrant, mais en tout cas, en termes de calme, il est exactement dans le même genre. Ouais, et C'est un peu, tu vois, comment dire, la, pas la domination, mais la force tranquille de Ouais, Ségolène la force Royal. tranquille, et il dit rien, mais il est là, il en impose, et il l'écoute, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça, il a l'air bien respecté, et comme l'était Eli Manning, et donc... Il m'a l'air, il est quand même bien plus expressif qu'Eli Manning. Hein. Je trouve que sur la touche. Ah, tu trouves? Ah ouais. Ah oui, moi je trouvais que quand il marquait ses touchdowns, Eli Manning, quand il marque ses touchdowns, il lève le bras, il fait des high five et puis il retourne sur le banc. Pour Ouais. moi, Daniel Jones, première saison, je le trouvais un peu plus expressif. Mais c'est parce que Mais Eli Manning est vraiment très C'est vrai. peu expressif. Donc n'importe C'est qui. poker face, quoi qu'il en est, mais après, en dehors du terrain, tu vois, dans ses interviews, il est calme, il répond tranquillement et tout, tu vois, c'est pas un Baker Mayfield qui va se mettre à insulter tout le monde, tout ça, enfin, je préfère largement un mec comme Daniel Jones qu'un débile de Baker Mayfield, là, qui parle beaucoup, qui ouvre sa gueule tout le temps, qui fait une saison pourrie et qui se dit, ah, j'aurais peut-être dû me taire et jouer un peu plus. Daniel Jones a aussi eu le même coach d'université qu'Eli Manning. Hein, Oui, c'est vrai. Cutcliffe. À Duke. Ouais. Alors Manning était pas à Duke, mais ils ont eu le même head coach. Donc j'imagine que ça a aussi parce que les joueurs commencent vraiment à se confronter à la presse à partir du moment où ils sont en université. Et donc ils sont formés par leurs équipes. Donc j'imagine qu'il a été un peu formé à répondre à la presse par Cutcliffe. À encaisser les coups et l'humilité aussi. Je pense que ça fait partie de leur caractéristique. Tout à fait. Ok, bon, est-ce qu'on a fait le tour? Bah, je pense, hein, et on est déjà pratiquement à 1 heure de podcast. Une heure d'enregistrement, c'est vrai. Finalement, on a bien fait de pas tout faire en même temps parce que je pense que si on avait voulu faire aussi la défense, on serait pas rentré à fond dans le sujet. J'avais proposé qu'on fasse les deux, effectivement, et ça aurait été une erreur. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là et qu'on fasse du coup la défense au prochain podcast. Avec plaisir. Et on fera le point sur la situation en espérant qu'elle ait évolué de manière positive d'ici là. Je te remercie, Thiergo. Moi également, merci de m'avoir invité, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter des Giants avec toi. Exactement, et on dit bonne soirée, bonne journée à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, cliquez en bas sur s'abonner et n'hésitez pas à retweeter, relayer ce podcast. Et on vous dit à très bientôt sur New York Giants FR. À plus tout le monde, ciao. Ciao.